Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jürgen Habermas, Connaissance et intérêt. Leçon inaugurale qu'il a prononcée à Francfort en 1965. La technique et la science comme idéologie. Le schéma épistémologique des sciences exactes définit ces dernières comme empiriques et analytiques. C'est-à-dire qu'elles mettent en œuvre le contrôle par l'expérimentation ou la simple observation et la formalisation logico-mathématique de théories hypothético-déductives, développées par Karl Popper. L'explication causale et scientifiquement objective d'un événement particulier est une description de cet événement déduite logiquement de lois ou théories générales rencontrant des conditions d'application particulières. Contrôle expérimental des prévisions logiquement déduites de la théorie considérée. Les théories restent toujours hypothétiques. Les lois sont des lois hypothèses ou hypothèses nomologiques. L'épistémologie poppérienne a longuement insisté en introduisant le concept de falsification. Il n'y a de vérification dans une théorie scientifique que dans l'impossibilité toujours provisoire d'en faire l'épreuve négative. Habermas critique cette prétention positiviste à l'universalité qui consiste à extrapoler à partir des sciences exactes. Il met en question le sens même de l'objectivité. L'objectivité scientifique est un faux semblant. Attitude objectiviste critiquable dans la mesure où l'objectivité dont elle se réclame procède d'une scotomisation des moments de subjectivité constitutifs qu'elle recèle. On ne saurait désubjectiviser la connaissance humaine qu'en présupposant une connaissance étalon comme le savoir absolu. Habermas se réfère à Hegel. Auguste Comte disait « On ne détruit pas ce que l'on remplace ». Statut ambigu des énoncés ou propositions de base qui sont des protocoles d'expérience. Tout énoncé comporte des expressions générales et de ce fait reste nécessairement hypothétique, car elles dépassent toute expérience possible. Concrètement, l'induction ne saurait être fondée. L'objectivité de l'expérience scientifique se révèle donc être, en dernière analyse, de l'ordre de l'intersubjectivité. Avec Husserl, Habermas critique l'illusion objectiviste des sciences, mais ce n'est pas pour en appeler à un sursaut d'ascèse phénoménologique. Il critique l'idée de théorie pure qui est une illusion. L'objectivité escamote le cadre transcendantal où prennent leur sens les énoncés scientifiques. Il se réfère à la crisis, mais tourne le dos à Husserl car il entend fonder ce projet sur une anthropologie matérialiste. Distinction entre expliquer et comprendre. La critique du positivisme que fait Habermas renoue avec la dichotomie épistémologique de la tradition néo-kantienne. Selon le vieil adage aristotélicien, il n'y a de science que du général. L'histoire étant dans l'Antiquité un genre littéraire. Heidegger soulignait « Les faits ne se constituent qu'en relation avec les critères qui permettent de les constater. L'historien est un interprète, un compreneur, il établit une communication entre deux mondes, le présent et la tradition jetant un éclairage réciproque. Il s'agit de vérifier les conditions causes de l'événement historique elles-mêmes. Habermas a une dimension fondamentaliste où se rejoignent non seulement la théorie de la science, mais aussi une véritable théorie de la connaissance. Habermas ne conçoit pas sa critique du théoricisme husserlien, indépendamment du niveau politique des pratiques qui en sont contemporaines. Lien entre théorie et pratique. Il existe bel et bien un lien entre connaissance et intérêt. Chaque type de connaissance, en particulier les sciences empirico-analytiques, est commandé par un intérêt spécifique. Les champs de l'objectivation scientifique ne font que prolonger des attitudes quotidiennes. Les sciences objectives l'expérience
Elles révèlent et constituent la réalité et elles le font dans un cadre transcendantal déterminé. En ce qui concerne les sciences de la nature, la critique épistémologique met en évidence les fondements intersubjectifs de l'objectivité qu'elle revendique, ce qui pousse les théories élaborées par les sciences expérimentales dans le sens d'une découverte de la réalité. C'est un intérêt visant à assurer notre activité contrôlée par le succès et à étendre nos informations la concernant. C'est d'abord parce qu'il est homo faber que l'homme est homo sapiens. Le cadre transcendantal des sciences positives est celui de la réussite instrumentale du travail. C'est chez Marx que Habermas va chercher les bases de son anthropologie matérialiste de la connaissance qui entreprend de dépasser la coupure sujet-objet et de faire une place aux éléments contingents de l'histoire transcendantale de la conscience. L'articulation anthropologique opposant travail et interaction est au principe même de la réflexion de Jürgen Habermas. Le caractère indépassable des lois naturelles du travail assigne un cadre anthropologique invariant à l'objectivité des sciences de la nature et garantit par là l'universalité des lois scientifiques. Le positivisme n'est pas innocent, pas plus que le progrès scientifique. C'est aussi parce qu'il est homo locax que l'homme est homo sapiens. C'est avec le langage comme le propre de l'homme qu'est posée pour nous une exigence universelle d'émancipation. La psychanalyse représente un modèle théorique plus puissant, égal critique les présuppositions inavouées de la théorie de la connaissance, égal se réfère à la relation absolue du sujet et de l'objet. Il voit que la critique kantienne de la connaissance commence par une conscience qui n'est pas transparente à elle-même. Hegel affirme, à la fin de la phénoménologie de l'esprit, la conscience critique est le savoir absolu. La première thèse sur Feuerbach va plus loin et parle de l'homme comme essence objective, non pas au sens anthropologique, mais épistémologique. L'histoire est la véritable histoire naturelle de l'homme. L'animal, fabrication d'outils, se distingue entre toutes les espèces animales par la forme de reproduction du travail social. Les stades de la conscience phénoménale sont déterminés par des règles transcendantales de l'appréhension du monde et de l'activité. La synthèse par le travail social n'établit pas plus une relation logique qu'elle ne crée une unité absolue de l'homme et de la nature. L'homme ne peut procéder autrement que la nature elle-même. Il ne fait que changer la forme des matières, l'aspect kantien de la conception marxienne, de la connaissance et la relation invariante de l'espèce à l'environnement naturel. Marx ramène le processus de la réflexion au niveau de l'activité instrumentale. Marx conçoit la réflexion d'après le modèle de la production. La dialectique de l'antagonisme des classes, à la différence de la synthèse par le travail social, est un mouvement de la réflexion. Le positivisme marque la fin de la théorie de la connaissance. Elle est remplacée par une théorie des sciences. Une fois ramenée au niveau de la méthodologie, la théorie de la connaissance perd de vue la constitution des objets de l'expérience possible. Le positivisme ne considère pas que la certitude de la connaissance soit exclusivement garantie par son fondement empirique. La certitude méthodique est tout aussi importante que la certitude sensible. La certitude, la précision et l'utilité sont des critères de la scientificité. On peut en déduire que notre connaissance est un principe inachevé et relatif. La théorie de la science est une tentative d'élucider la logique du progrès scientifique, facticité de la réalité. La prévision de la loi comme le résultat effet d'un cas cause. Peirce parle d'abduction lorsqu'on dérive par déduction non le résultat de la loi et du cas, mais le cas du résultat et de la loi. La réalisation particulière de l'abduction consiste dans la découverte et l'invention d'une hypothèse appropriée permettant d'inférer le cas du résultat et de la loi. Il y a induction quand nous n'inférons ni par déduction le résultat de la loi et du cas, ni par abduction. Peirce entend par abduction simplement l'application d'une hypothèse nomologique en vue d'une explication causale. Pour Dilthey, l'arrière-plan subculturel de tous les processus de recherche possibles représente seulement un secteur des mondes vécus, sociaux. Il tente de démontrer que les sciences morales occupent une position méthodologique spéciale. La nature nous est étrangère, transcendante par rapport au sujet qui y appréhende. Dans les sciences morales, l'ensemble de la vie psychique et physique constitue
partout des données primitives et fondamentales. La richesse de notre propre expérience nous permet d'imaginer par une sorte de transposition une expérience analogue hors de nous et de la comprendre. Ditley conçoit la vie historique comme une auto-objectivation permanente de l'esprit. La vie de l'esprit consiste en ce qu'il s'extériorise dans des objectivations et revient en même temps à lui-même en réfléchissant ses manifestations vitales. L'esprit ne comprend que ce qu'il a créé. L'émergence d'une situation problématique résulte d'attentes déçues. L'expérimentation élève les contrôles pragmatiques quotidiens appliqués aux règles de l'activité instrumentale au rang d'une forme méthodique de vérification. L'herméneutique est la forme scientifique des activités interprétatives quotidiennes. L'intérêt pratique de connaissance qui domine la genèse des sciences morales détermine le contexte d'application du savoir herméneutique. Ditley ne peut pas se détacher du modèle de la sympathie de la compréhension car il ne parvient pas à dépasser un concept contemplatif de vérité. Il lie l'objectivité possible de la connaissance dans les sciences morales à la condition d'une simultanéité virtuelle de l'interprète et de son sujet. La connexion de la connaissance et de l'intérêt est un concept d'intérêt de la raison développé par Kant et surtout par Fichte. Freud a développé un cadre d'interprétation pour des processus de formation perturbés et déviants qui, par une autoréflexion d'orientation thérapeutique, peuvent être dirigés dans des voies normales. Sa théorie est une science expérimentale stricte, attribuée au caractère particulier de la technique analytique. Nietzsche allie au sens de la portée des investigations méthodologiques l'aptitude à se mouvoir avec aisance dans la dimension de l'autoréflexion. Ce dialecticien de l'anti-rationalisme met tout en œuvre pour renier sous la forme de l'autoréflexion la force de la réflexion elle-même. La réalité se constitue comme la quintessence de ce dont on peut faire l'expérience du point de vue de toute manipulation technique possible. Peirce et Ditley développent la méthodologie des sciences de la nature et des sciences morales comme logique de la recherche et y conçoivent le processus de recherche à partir d'un milieu vivant objectif, celui de la technique pour l'un, de la pratique vécue pour l'autre. Dans l'autoréflexion, une connaissance pour l'amour de la connaissance elle-même vient à coïncider avec l'intérêt qui pousse à l'émancipation, car l'accomplissement de la réflexion se sait mouvement d'émancipation. La raison est soumise en même temps à l'intérêt pour la raison. Elle obéit à un intérêt de connaissance émancipatoire qu'il vise à l'accomplissement de la réflexion comme telle. Fichte est le premier à développer le concept d'un intérêt émancipatoire inhérent à la raison agissante elle-même. L'intérêt vise l'existence car il exprime une relation de l'objet de l'intérêt à notre faculté de désirer. Ou bien l'intérêt présuppose un besoin, ou bien il en produit un, Emmanuel Kant. Le sentiment moral atteste quelque chose comme un intérêt effectif qui pousse à réaliser les lois morales. Magnifique idéal d'un règne universel des fins en soi des êtres raisonnables. Une tendance à se réaliser est inhérente à la raison. Fichte conçoit l'acte de la raison, l'intuition intellectuelle comme une activité réfléchie qui retourne en elle-même. La raison est immédiatement pratique, l'intérêt le plus haut, la raison de tout autre intérêt est l'intérêt pour nous-mêmes. Chez Fichte, l'autoréflexion originaire se déploie dans l'expérience de la réflexion. L'acte d'autoréflexion qui change une vie est un mouvement d'émancipation. Le connaître et l'agir sont fondus à un seul acte. La psychanalyse est pour nous significative comme seul modèle tangible d'une science qui recourt méthodiquement à l'autoréflexion. La psychanalyse n'apparaît d'abord que comme une forme particulière de l'interprétation. Freud a toujours orienté l'interprétation des rêves selon le modèle herméneutique des travaux philologiques. La vie est historique dans la mesure où elle est appréhendée dans sa progression et dans l'ensemble dynamique qui en résulte. Cette construction se fait par la purification des souvenirs confus. L'interprétation psychanalytique, au contraire, porte sur des structures de sens dans la dimension de la visée consciente. Freud rencontre des troubles systématiques de la mémoire qui expriment des intentions. Par langage, il faut entendre non seulement l'expression de pensée en mots, mais aussi le langage des gestes et tout autre mode d'expression d'une activité psychique, comme l'écriture. Freud engage l'analyste à prendre en face
des rêves l'attitude stricte de l'interprète. Il a conçu les rêves de punition comme une réaction de la censure des rêves à des désirs antérieurs. Le moyen psychiquement le plus efficace pour neutraliser des dispositions non désirées, des besoins primitifs et d'exclure de la communication publique, c'est-à-dire de refouler. Le névrosé nous apporte un psychisme déchiqueté, fissuré par les résistances. Freud exige que le traitement analytique soit réalisé dans des conditions d'abstinence, empêchant une satisfaction de remplacement. Les constructions conceptuelles du moi, du ça et du surmoi sont le résultat d'une interprétation des expériences que l'analyste a faites, de la résistance du patient. Marx avait développé l'idée de l'autoconstitution historique de l'espèce humaine comme processus d'autoproduction et comme processus de formation. Freud conçoit les institutions en tradition culturelle comme l'inconscient collectif. Le but est de donner un fondement rationnel aux prescriptions de la civilisation. Le processus culturel de l'espèce est lié à une autre dynamique des pulsions, force pulsionnelle libidinale et agressive, puissance préhistorique de l'évolution. Les potentiels d'impulsion reconstruits appartiennent à la nature inconnaissable de soi. Freud conçoit les institutions de la domination et les traditions culturelles comme les solutions temporaires d'un conflit fondamental entre les potentiels d'impulsion excédentaires et les conditions de l'autoconservation collective. L'intérêt de l'autoconservation ne peut être pensé de façon conséquente que comme un intérêt agissant à travers la raison elle-même. Notre appareil psychique est lui-même partie constituante de l'univers que nous avons à explorer et qui se prête de fait à notre investigation. Nietzsche a vu la connexion de la connaissance et de l'intérêt. La science prépare une ignorance souveraine, le sentiment que le connaître n'existe pas, que c'est une sorte d'orgueil. C'est une sorte d'orgueil que d'en rêver. Ce qui distingue le XIXe siècle, ce n'est pas le triomphe de la science, mais le triomphe de la méthode scientifique. Nietzsche conçoit la science comme l'activité par laquelle nous transformons la nature en concept afin de dominer la nature. Notre intellect est la conséquence de nos conditions d'existence. Nous sommes par définition des êtres illogiques et par suite injustes, dissonances les moins faciles à résoudre de l'existence. Nietzsche est le virtuose d'une réflexion qui se renie elle-même. La problématique qui renvoie à la dépendance des énoncés d'observation vis-à-vis de la théorie a été accentuée par la thèse de Kuhn, Thomas Kuhn, sur la dépendance des théories elles-mêmes vis-à-vis des paradigmes. Les limites du scientisme apparaissent dans les limites de l'auto-objectivation de ceux qui pratiquent la méthodologie en tant que théorie inavouée de la connaissance. Toute connaissance objective, pour autant qu'elle est un acte d'un sujet, est soumise à certaines conditions subjectives. Marx évite les difficultés d'un commencement absolu en ramenant l'histoire de la genèse des éléments constitutifs de l'expérience possible au process de reproduction sociale de l'espèce. La psychanalyse établit une science qui fait pour la première fois un usage méthodique de l'autoréflexion. Apple a développé dans ses interprétations de Peirce la distinction correspondante entre constitution de sens et réflexion de validité. Les discours servent à la vérification des prétentions à la validité problématisée des opinions et des normes. La seule contrainte admise dans le discours est celle du meilleur argument. Une affirmation qui est une action communicationnelle implique une prétention à la validité. Elle suppose la vérité de l'énoncé affirmé, tandis qu'elle thématise l'expérience d'un objet dans le monde. Relation de parenté entre objectivité et vérité. Jürgen Habermas, connaissance et intérêt. Merci.